Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vais parler de trois sujets. D'abord de l'ultra-concentration des richesses qui pour moi est le sujet primordial, ensuite de l'idéologie du consentement qui pour moi est une diversion, et de l'idéologie de l'obligation qui est aussi une diversion. C'est une division sociale pour monter les gens les uns contre les autres, faire diversion sur le fait que les richesses s'envolent dans l'aspirateur économique. Et voilà, donc j'en avais déjà parlé de ça il y a un certain moment. Et d'ailleurs, apparemment, j'ai quand même un très bon esprit spéculatif parce que tout ce que j'ai dit sur plein de sujets s'est produit. Malheureusement, c'était assez pessimiste. Euh, et voilà, donc c'est assez triste. Mais il y a juste une seule prédiction, entre guillemets, que j'avais faite qui ne s'est pas réalisée, c'est sur le métaverse. Et ça, je peux expliquer aisément pourquoi. C'est parce que, en fait, si vous regardez le design de Facebook, c'est un design qui donne l'impression d'être dans un genre de salon virtuel, c'est-à-dire que tu as une impression de chez soi. Parce que Facebook, au départ, a été conçu pour être dans le même design qu'un site de rencontre. Et sur les sites de rencontre, vous aviez déjà des chats, vous avez déjà des endroits où vous pouviez poster vos impressions, vos photos, etc. Mais l'agencement de forme était trop sectarisé, sectorisé, donc c'est-à-dire qu'il y avait trop de murs, donc de clics à faire ou pour avoir une genre de perception globale qui fait que les gens se sentaient pas bien dedans, alors que Facebook ça a pris justement grâce à ce design-là. Je pensais qu'ils étaient au courant. Ah, peut-être que parfois on découvre des trucs qu'on fait pas exprès, puis d'un coup c'est comme gagner au loto si vous voulez. Tu découvres les bons chiffres et boum, ça tombe sur toi. Donc c'est pas forcément de l'intelligence. Et moi je croyais que c'était un peu le cas. Et donc je me dis pour le métaverse, il va y avoir cette intelligence de conceptualisation du métaverse. Et en fait pas du tout. Ils nous ont fait un métaverse avec des graphismes de PlayStation 1. Donc forcément c'est pas que c'est pas immersif, c'est que c'est même pas attractif carrément. Même de loi c'est pas attractif. Donc personne a mordu et ça a fait un flop. Donc voilà. Mais tant mieux d'ailleurs, puisque les réseaux sociaux sont en train de faire perdre la tête aux gens. D'ailleurs, Internet, on pourrait mettre Internet maintenant, parce que vraiment, on voit bien que les réseaux sont devenus un genre de catalyseur de frustration pour que les frustrations que les gens ont, ils ne les utilisent pas dans la réalité pour se révolter, mais qu'ils les catalysent justement sur les réseaux, qui sont des endroits faits pour ça, on pourrait dire des urinoirs. Et donc, c'est un peu ça le concept. Alors, ça c'était la petite parenthèse, mais j'en reviens au sujet. L'idéologie du consentement. Alors ça, c'est une idéologie de gauche. Donc, je parle pas de politique, parce que moi, je discerne bien la gauche politique et la droite politique, qui sont un genre de bouillon pour faire diversion, de la gauche idéologique qui est bien ancrée, et de la droite idéologique qui est bien ancrée, parce que ça, c'est plus profond dans les croyances. C'est pas un genre de management de forme pour gagner un électorat, si vous voulez. C'est vraiment des vraies croyances. Alors, dans l'idéologie de gauche, vous avez le consentement. Le consentement est important dans une société pour qu'elle fonctionne, parce que c'est prendre en compte le ressenti de l'individu par rapport à ses désirs, ses aspirations, etc. Donc c'est un peu la notion du commerce. Dans le commerce, vous avez un contrat entre deux parties, que ce soit individuel ou entrepreneurial. Et c'est cet accord qui va faire le, le contenu du contrat, en fait. Et donc là, bah voilà. Le souci, c'est que le consentement ne peut pas être l'idéologie transcendante d'une société. Pourquoi? Parce que si le consentement devient une idéologie transcendante de la société, vous êtes en tyrannie. Ça veut dire que ça va faire une dictature. Pourquoi? Parce que vous pouvez consentir à quelque chose qui va contre votre intérêt. Et ça, c'est une forme de réalité, c'est-à-dire que votre existence est une réalité objective en dehors de la notion de désir ou en dehors de la notion de volonté. Ce n'est pas parce que je ferme les yeux comme ça que le soleil disparaît. Ce n'est pas parce que je tourne le dos à quelqu'un que la personne s'envole en fumée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cette idéologie, quand elle devient totalitaire, elle devient psychotique. Et donc voilà, j'avais vu au Canada une affaire avec sur le consentement qui était quand même assez
par rapport à une féministe radicale, mais je vais aller encore pire que ça. La féministe radicale en question, en fait, elle se baladait près d'un lac ou je sais pas quoi. Elle a glissé sur une pierre, elle est tombée dans la flotte, elle s'est pété la tête ou je ne sais pas quoi, et elle a failli se noyer. Il y a un gars qui passait par là, il l'a sauvée de la noyade, et en fait, elle, à cause de l'idéologie féministe qui lui a pété le cerveau, eh ben, elle a porté plainte contre le gars pour attouchement, alors que le gars lui a sauvé la vie. Donc non seulement le gars, il aurait pu passer et faire comme si elle n'existait pas et la laisser se noyer, mais en plus, le gars, il a dû prendre sur lui pour lui sauver la vie et tout, et il pensait pas à la toucher ou je sais pas quoi, il avait autre chose en tête vu qu'elle se noyait. Et elle porte plainte. Donc ça donne envie aux gens d'avoir de l'empathie, hein, les gens qui sont dans les idéologies et qui ont perdu toute notion de réalité. Ça, c'est, voilà, les gens qui sont un peu héroïques, ils se demandent dans quoi ils vivent, tu vois. T'as l'impression d'être dans un film de science-fiction mal fait, tu vois. Vraiment, c'est, voilà. Mais ça, c'est pas le pire, parce que, voilà, à la limite, on peut, allez, on peut un peu comprendre. Mais le pire que j'avais vu sur le consentement, c'était le cannibale de Rothenburg. Alors en fait, c'est un gars qui, qui était sur Internet et il recherchait une proie à manger, quoi. Donc il demandait aux gens, c'est une histoire vraie, hein, ça, pour pouvoir les manger ou je sais pas quoi. Il y a un gars qui a répondu oui et qui consentait à se faire manger. Donc le gars est venu et donc le cannibale de Rothenburg l'a mangé. Donc qu'est-ce que vous allez dire au tribunal? Le gars a consenti, donc c'est une règle absolue le consentement. Vous voyez dans quoi on tombe? Vous voyez dans le genre de folie dans laquelle on tombe avec l'idéologie du consentement. Donc voilà, ça c'est un exemple. Après, vous avez l'idéologie de l'obligation. Donc, comme je répète, on peut consentir à quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt. Et donc, on a même inventé des notions par rapport à ça. C'est abus de pouvoir, abus de confiance, abus de bien, abus, tu vois. Parce que on peut avoir un jeu psychologique de dérèglement de la conscience d'autrui ou de sa liberté. Parce que dans la morale, et pas dans l'idéologie du consentement, dans la morale sociale qu'on a voulu établir par l'intelligence ingénierique, c'est le consentement doit être libre et éclairé. C'est-à-dire que pour être valide, un consentement doit être libre et éclairé. Et quand tu rajoutes le libre et éclairé, ça enlève les personnes en situation de handicap profond, ça enlève les personnes qui n'ont pas la conscience claire, c'est-à-dire sous substance ou quoi, ça enlève les personnes en état d'hospitalisation, ça enlève les enfants. Et donc, ces personnes-là, tu ne peux pas accepter qu'ils aient donné un consentement libre et éclairé. Sinon, ça devient de l'abus. Si tu les attaques si tu attaques dans cette zone-là. Donc voilà, ça c'est important. Alors après, vous avez l'idéologie de l'obligation. Je dirais que l'idéologie du consentement a donné plus les mouvements athées et le mouvement libéral. Et c'est pour ça que le libéralisme, dans sa version la plus extrême, est hyper toxique et c'est une dictature. Même si eux, ils veulent pas le reconnaître puisqu'ils sont dans leur propre idéologie, ils sont enfermés dedans, comme tout fasciste qui se respecte. Alors, de l'autre côté, vous avez l'idéologie de l'obligation qui donnera aussi du fascisme si elle devient totalitaire. Pourquoi? Parce que l'obligation, c'est nécessaire dans une société comme le commerce, parce que, comme je l'ai dit, si chacun fait ce qu'il veut, le monde est en feu en 2 jours. D'ailleurs, on le voit dans le film Bruce Tout-Puissant, c'est un peu comique, mais il y a toutes les prières de tout le monde qui vient, il sait pas comment faire, il met oui à tout le monde. Donc le monde part n'importe comment, parce que, encore une fois, là, ça rejoint le fait de mal souhaiter quelque chose, mais je veux dire, par rapport à la règle, ce serait plus quelque chose de collectif. Vous auriez un collectif qui respecterait une règle qui ne correspond pas à la condition d'existence humaine. Et là, alors, vous avez une tyrannie de groupe qui veut imposer une règle qui ne correspond pas à comment on doit vivre ou on doit survivre. Et d'ailleurs, ça, on l'a vu un peu pendant le Covid, par exemple, un groupement de gens qui étaient hyper pro-vax, sans rien connaître, même en médecine ni en rien, et qu'ils ont juste suivi la règle sans personnalité, sans sens de la morale, sans rien. Parce qu'en vrai, comme je l'avais expliqué, la médecine, elle peut pas être générale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a individualisée, parce que les fascistes, encore une fois, eux faisaient de la médecine générique. C'est-à-dire, toi, c'est pareil parce que t'es pareil que lui ou qu'elle ou quoi, comme si les gens étaient des clones et qu'on n'arrivait plus à distinguer leurs différences.
Or, biologiquement, nous avons tous des différences. C'est-à-dire pour ça que pour les tests médicaux et tout ça, on vous demande de remplir des trucs si vous avez des allergies et tout ça, parce que ça vous est propre. Ça dépend dans quel milieu vous avez grandi, ça dépend comment votre corps s'est développé. Il y a plein de facteurs individuels qui fait que vous pourrez agir à tel produit autrement qu'une autre personne. Et donc le fait de dire, de généraliser un truc comme ça, eh ben ça c'était la preuve que c'était pour le pognon. Voilà, c'était pour le fric. Ils en avaient rien à foutre de la vie des gens. Parce que certaines entreprises hyper malveillantes calculent les bénéfices et les coûts. Et si le coût, et dans la criminalité c'est connu, est beaucoup moins grand que le bénéfice, on y va. C'est-à-dire si on doit se taper le tribunal et rembourser je sais pas quoi, même si on se fait voir en train d'avoir merdé sur plein de trucs, ben tout le bénéfice qu'on a gagné, c'est bon. Et donc voilà, c'est comme ça qui fonctionne. Euh, et on a bien vu que c'est ça qui a pris le dessus plutôt que sur la réelle volonté de soigner les gens. D'ailleurs, on l'a vu aussi par rapport aux soignants. Euh, des soignants qui avaient peut-être 20, 30 ans de carrière, qui se sont fait mettre à pied parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner par un vaccin expérimental qui avait à peine quelques semaines, et qui a été validé par rien du tout, à part par une politique sauvage. Donc là, on entrait dans le fascisme. Voilà, on entrait dans le fascisme. Et on le voit encore aujourd'hui avec le fait qu'ils veuillent s'en prendre à la sécurité sociale, qui est un héritage de la résistance, et qui était donc de l'antifascisme. Ça veut dire s'attaquer à la sécurité sociale, c'est être pro-fasciste. Ça veut dire c'est refaire comme les nazis. Et pour moi, je vais le dire clairement, les ultra-riches d'aujourd'hui sont les nazis d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ils ont la folie des grandeurs, ils ont une pathologie grave, très certainement psychopathie ou narcissisme très élevé dans le spectre. Et donc ces gens sont dans une avarice et une avidité, c'est-à-dire que c'est jamais assez. T'as 250 maisons, non, il en faut 270. Le gars là, il dort dehors, il a même pas un carré de trottoir pour lui, tu lui donnerais pas 5 euros, tu vois, tu dis non, tu vois. Ça, ces gens-là, dans une vraie démocratie, ils devraient être à l'hôpital psychiatrique. Vous voyez, ils devraient pas avoir du pouvoir comme ça vers l'extérieur. Et si on laisse faire ça, alors on va vers notre suicide collectif. Voilà, donc actuellement, il y a 100 connards euh, qui ont euh, qui possèdent la même richesse que plus de la moitié de la planète. Et nous sommes 8 milliards sur Terre. Ça veut dire que 100 connards possèdent plus de richesse que plus de 4 milliards de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspiration économique. Alors certains vont dire, oui mais les riches, ils encouragent les autres à devenir riches aussi, ils créent de l'emploi, on nous sort chaque fois les mêmes blabla. Je vais débunker ça. Un enfant qui chiale dans un magasin et qui a déjà 36 000 jouets et qui est pourri gâté et qui fait une crise, mais pas une crise parce qu'on le maltraite, une crise parce qu'on lui dit non. Il fait une crise et il veut absolument un truc. Est-ce qu'il crée de l'emploi pour son parent? Est-ce que cet enfant crée de l'emploi là? Non. Non, il crée pas d'emploi. Donc dans l'éducation, on sait bien que c'est ridicule de penser comme ça. Pourquoi alors qu'un riche qui ne travaille plus, qui a juste investi son héritage, parce que certains riches n'ont même pas construit leur fortune, ceux qui l'ont construite l'ont fait sur le dos de la misère des autres, et puis ceux qui l'ont même pas construite, ils ont même pas eu le courage, ni rien, ni l'intelligence de faire ça. Ils se reposent juste sur les acquis d'avant, du passé, où ils n'étaient même pas encore là. Et alors ils font des caprices, ils disent ah moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et après on nous dit que ça c'est la puissance du monde, tu vois. Mais ça c'est la merde du monde. En fait, moi ces gens-là je les vois comme des virus à échelle humaine. Et d'ailleurs il y avait eu un documentaire sur le fascisme, et on avait dit en fait cet épisode dans l'humanité, comme il y en a eu d'autres, d'ailleurs il n'y a pas eu celui-là, mais c'est une maladie mentale collective, et donc ça revient au même que les virus. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, un virus, il fonctionne comment à échelle des particules? Euh, on pourrait dire, par exemple, vous avez les virus extérieurs du corps humain qui attaquent le corps humain. Euh, et encore, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a une certaine forme de migration à ce niveau-là aussi. Il y a certaines bactéries qui nous aident, paradoxalement, à survivre, etc.
Mais en gros, voilà, on va dire les virus qui attaquent le corps humain par l'extérieur. Mais vous pouvez avoir aussi une dégradation interne, c'est-à-dire si vous maltraitez trop votre corps, c'est vos cellules intérieures qui vont se rebeller. Et en fait, on remarque la même chose chez tous les virus. Si je leur donne... euh, moi, je pense que le microcosme est en vie, donc je pars de ce postulat-là. Après, vous le prenez comme vous voulez. C'est qu'une hypothèse, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais je vais quand même le dire. Je pense que les cellules, comme il y a un échange d'informations, les cellules sont vivantes. Tout ce qui sait s'échanger de l'information, dans un certain sens, est vivant pour moi. Même si c'est une vie moins consciente, voilà, c'est comme comparer quelqu'un d'intelligent et un con. Un con, il n'a pas le même niveau de vie intellectuelle que quelqu'un d'intelligent, mais il est quand même en vie, parce qu'il sait échanger de l'information, se déplacer, etc. Voilà. Et donc, dans les cellules, vous avez ça. Et pour les virus, vous avez ça. Le truc qu'on remarque chez ces entités, c'est qu'elles cherchent des hôtes. Donc ça veut dire que tout ce qui est viral n'a pas d'identité propre et la cherche chez autrui. Et, euh, et aussi, il peut y avoir une perte d'identité interne, et là vous allez développer des maladies internes. Et en fait, on remarque que ces cellules ne trouvent plus de rôle à trouver, à comprendre dans la biologie, c'est-à-dire elles comprennent plus le rôle plus global qu'elles ont. C'est-à-dire tout ce qui se concentre sur soi, comme dans le narcissisme et la psychopathie, ne comprend plus son rôle synthétique dans l'existence. Et en fait, vous pouvez remarquer que les riches ne comprennent plus le rôle synthétique de l'existence. C'est-à-dire le rôle synthétique de l'existence pour l'humanité, c'est de sauver l'humanité. Donc il y a 8 milliards de personnes, c'est d'essayer de les faire vivre le mieux possible et de partager le travail et le fruit de ce travail. Or, on remarque que ce n'est pas le cas du tout. Donc ces gens sont comme des putains de virus. Et ils sont en train de zigouiller l'organisme dans lequel ils vivent, parce que c'est ce que font les virus. Ils tuent l'organisme qu'ils prennent pour hôte. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, je voulais vous partager cette vidéo parce que je trouve qu'il est vraiment temps de se révolter par rapport à ça, parce que sinon, si on laisse faire petit à petit, c'est du poison lent, et à la fin, on ne saura plus rien faire du tout. Et je voulais dire aussi, on nous dit souvent qu'on vit dans un patriarcat ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le contraire. J'ai l'impression que le capitalisme essaye de féminiser ou d'endormir la société par le divertissement, par l'anti-éducation qui infantilise ou qui maintient à l'état d'enfant. Donc tu fais une grande cour de récré géante. Comme ça, t'as plus que des enfants qui sont dans la matrice de leur cour de récré et qui ne savent plus penser à l'extérieur, la gestion, etc. Et ou alors la féminisation dans le sens plus le courage de dire non, quoi. C'est-à-dire, voilà, parce que comme je l'avais expliqué avec l'anima et l'animus, faut pas se fier à l'apparence extérieure. Il y a une structure interne psychologique aussi. Vous avez, euh, vous avez la structure vous pouvez avoir un homme avec une structure psychologique, pardon, de femme. Vous pouvez avoir une femme avec une structure psychologique d'homme. Vous voyez, et en fait cette révolte qui est propre à la virilité. Maintenant, on fait passer ça pour de l'extrême droite et du nationalisme. Nationalisme, sous-entendu égoïsme, tyrannie, mais en fait, on oublie le vrai mot positif. Donc, c'est de la novlangue. Le vrai mot positif, c'est protectionnisme. Donc, quelqu'un qui est prêt à se battre pour sa famille ou les siens contre un envahisseur ou extérieur, ben, c'est pas quelqu'un de mauvais, foncièrement pour les siens. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire croire aux siens en disant, regarde, c'est un tyran égocentrique, il pense qu'il a ses intérêts ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est ceux qui disent ça qui finalement colonisent et mettent tout le monde à leurs intérêts. Regardez ce que les riches ont fait. On dit, il y a de moins en moins d'empathie dans le monde et entre les gens. Mais c'est normal. Toute votre empathie, vous le renvoyez. Ça ne veut pas dire qu'au départ, vous n'en avez pas. Mais imaginez, vous travaillez 16 heures par jour. Il y a 24 heures dans un jour. Il y a des gens qui travaillent 16 heures par jour, sans déconner. Donc, vous faites quoi? Vous lavez, vous mangez, vous dormez. Et puis, toute votre empathie, vous l'envoyez vers les comptes de ces gens-là qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Ben oui, mais vos enfants, vous les délaissez. Les gens qui ont besoin de vous, vous les délaissez. Et tout est comme ça. En fait, les gens ont automatisé, normalisé le fait de donner toute leur empathie à des gens qui n'en ont pas besoin. Parce que ce sont des fous. Ils doivent se faire soigner.
Ils doivent faire soigner leur vide. Ils n'ont pas à prendre tout à tout le monde comme ça. Tu vois, ça n'a aucun sens, ça ne les rassasiera pas. En fait, c'est le même état d'esprit que les tueurs en série. D'ailleurs, il y a un tueur en série connu aux États-Unis qui a participé à l'élection d'un gouverneur. Un gouverneur aux États-Unis, c'est équivalent à un président en Europe. C'est-à-dire, c'est comme si le gars était un bras droit du président alors que c'était un tueur en série. Ce tueur en série, c'était Ted Bundy. Et donc, on vit dans la folie. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un fonctionnement de tueur en série. C'est-à-dire, ils idéalisent. Et puis, ils ont des attentes de malade. Et toi, tu donnes tout ce que tu peux et tout. Ça marche pas. Ils te zigouillent. Ils te détruisent. Et puis, ils oublient que tu as existé. Ils oublient que tu as existé. Et ils passent sur une autre proie. Et ils refont pareil. Et c'est le même schéma qu'ils répètent tout le temps. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est de la putain de folie. Il faut arrêter ces gens-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait un bon gros résumé là-dessus. Donc pour moi, il y a vraiment une attaque sur la virilité, puisque en fait, ce que dans le féminisme on n'a pas compris, c'est que il y a des hommes, ouais, qui deviennent violents, qui sont pourris et tout ça. Mais c'est le capitalisme qui les a rendus comme ça. Quand un homme, il va se crever au taf comme ça, et qu'on le traite comme de la merde, et quand il rentre, ben, il a plein de mauvaises émotions, il est fatigué et tout ça, et donc, il devient infréquentable. Mais est-ce qu'il était infréquentable avant d'aller là? Avant qu'on le traite comme ça? Non. Alors, qui est la source de cette infréquentabilité? Est-ce lui-même, ou est-ce ses chefs? Tu vois? Moi, je pense que j'ai la réponse. Et donc, les féministes, elles se disent, oh, on va courir dans les bras des capitalistes pour se sauver des mauvais hommes, tu vois. Mais tu es en train de courir dans les bras du bourreau qui te fait croire qu'il est ton sauveur. Et tu t'en vas du gars qu'on a enlaidi, tu vois. Comme un peu dans La Belle et la Bête, si tu veux. Tu vois, c'est comme si Belle avait choisi Gaston, tu vois. Le capitalisme, c'est Gaston. Et voilà, c'est ça, vous comprenez pas, les gens, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a une part d'incertitude dans le monde. C'est vrai que, comme j'avais expliqué, vous avez la physique quantique puis la réalité objective. La réalité objective, c'est ce qui est structuré et où il y a les lois physiques. Et ça, vous ne pouvez pas tergiverser dessus, contrairement à ce que certains fascistes veulent faire avec 2 plus 2 égale 5, je sais pas quoi, de 1984. Et puis après, vous avez effectivement une autre partie du monde qui est très flexible, qui est plus psychologique, qui est plus la physique quantique. Et là, vous pouvez jouer de la magie, qu'on appelle ça. Donc la magie blanche, c'est-à-dire rééquilibrer les perceptions, ou la magie noire, les déséquilibrer dans l'intérêt de votre ego. Et voilà, ça c'est aux gens de choisir. Donc je vais laisser sur ça, passer une bonne soirée.